Hey yo, c'est AMCB, bienvenue dans la Dissert Podcast. La Dissert Podcast est un nouveau podcast sur le hip-hop qui traitera une question posée au début de chaque épisode autour d'un événement, d'un artiste ou d'un album de ce genre musical. Hey Alex, balance l'épisode. La disserte. La disserte. La disserte. La disserte. La Dissert Podcast. What's up les amis? Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode 2 de la Dissert Podcast. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de Damso et plus particulièrement de QALF, acronyme de Qui aime like follow, en tentant de répondre à la question suivante. Est-ce que QALF est l'album de l'année 2020 dans la catégorie hip-hop? Donc Damso, c'est un grand artiste mainstream du hip-hop quand même, c'est une très très grosse pointure où sa première mixtape, Batterie Faible, a vendu plus de 200 000 exemplaires, Ipsité s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, et Lithopédion à plus de 300 000. Donc c'est un acteur majeur de ce mouvement. Donc faut savoir que Damso c'est quelqu'un d'actif dans la musique depuis 2006, via son groupe OPJ, mais il a sorti que son premier projet en 2014, via une mixtape qui était Salle d'attente, un EP de 8 titres. Dans cet épisode, je vais faire un rapide récap sur comment j'ai suivi la carrière de Damso pour que vous compreniez ma position avant d'écouter QALF. Donc j'ai découvert Damso en 2015, donc je pense comme 98% des gens. Oui, dans cet épisode, Damso il vient de Bruxelles, la Belgique, on va parler comme les Belges pour représenter ce beau pays. Donc je le découvre en 2015 sur l'album de Booba, Neuronemesis, et plus particulièrement sur le titre Pinocchio. Et c'est vrai que Damso, tu sens d'entrée qu'il y a l'attitude, il y a le flow et aussi le texte avec des punchlines ultra crus, ce qu'on n'avait pas forcément dans ce mouvement de hip-hop. Donc il avait vraiment son style propre à lui, notamment avec la punch sur Shime qui m'avait fait réellement bien marrer à l'époque. Et il y a aussi le single Paris c'est loin en featuring encore avec Booba, mais ce son se figure pas sur Batterie Faible. Mais honnêtement, après ces deux sons, j'ai pas une grosse attente derrière cette assise, je suis pas là à regarder tous les jours s'il va sortir un projet ou autre. Et donc, Batterie Faible sort en 2016, et je l'écoute pas directement en fait, je l'écoute peut-être 1 ou 2 mois après sa sortie, après avoir écouté Bruxelles Vie à la radio, où c'est un gros banger, et je venais en fait de déménager à Bruxelles, donc ça faisait déjà 2-3 mois que j'habitais à Bruxelles. Et donc j'écoute cette tape, j'écoute 4-5 fois, grand max. Je trouve il y a des bons sons, mais sans plus, honnêtement. Je tourne sur 3-4 sons sur cette tape, que ce soit Bruxelles Vie, Débrouillard à jamais, j'allais dire, mais le titre c'est Débrouillard. Et aussi Périscope, donc c'est réellement les gros bangers. J'écoute pas forcément les sons où c'est un peu plus chanté, un peu plus mélodieux ou autre. Je suis vraiment dans les gros bangers. Donc moi je pars dans l'idée que Damso c'est un gros kicker sur les bangers, et donc j'ai cette attente là sur Ipsité, même si on voit très bien sur Batterie Faible qu'il n'y a pas que des sons comme ça. Là, mon attente monte encore plus avec le featuring avec Vald sur Vitrine, sur l'album Akarta de Vald, son premier album. Et Vitrine, enfin, ce son est exceptionnel. Et encore maintenant, quand je l'écoute, c'est exceptionnel. La prod de Sizi, c'est n'importe quoi. Et donc Damso, après ce son et les bangers, j'attends d'Ipsité un gros album avec pas mal de bangers et autres, même si je suis conscient que tu peux pas avoir un album qu'avec des bangers ou autres, mais j'attends plus Damso sur cette partie-là. Et donc, en fait, j'écoute Ipsité 1 ou 2 fois à sa sortie, et je suis très très déçu. Je suis très très déçu parce que c'est pas ce que j'attendais. Généralement, faut pas attendre un projet trop fort parce qu'on est généralement déçu parce qu'on se fait une vision du projet et c'est pas forcément ce qu'on attend. Et quand le projet est différent, on est déçu. Et c'est pas forcément le fait que le projet soit mauvais ou bon, c'est que ça répond pas à nos attentes qu'on a eues. Et là, c'était tout à fait le cas pour moi. Là, je vais caricaturer l'album Ipsité, mais pour moi, quand je l'écoute les 2 premières fois, pour moi, c'est entre guillemets, c'est trop Zumba. Enfin, ça chante trop. J'ai l'impression que les sons, c'est les mêmes. Il y a quelques bangers, mais c'est pas des gros bangers à la Bruxelles Vie ou autre. Donc, je suis déçu. L'année d'après, 2017, sort Lithopédion. Et j'ai zéro attente. J'ai même pas réécouté Ipsité entre temps. J'ai zéro attente sur cet album. Et en fait, je pense que le jour de sa sortie, je lance une première écoute, mais je dois être
je dois être occupé au travail pour faire quelque chose, donc j'arrête au bout du deuxième son, et 2 mois après, pour vous dire l'attente que j'avais, 2 mois après, je réécoute l'album, et de mémoire, j'arrête au 3e son, à Baltringue, parce que Baltringue, c'est un peu le même schéma, au niveau... Même si, comment dire, le son en lui-même, l'instru en lui-même, est différent de ce qu'on a pu écouter sur Ipséité, sa manière de chanter, c'est exactement la même, je trouve. Et il retombe dans cette facilité où c'est le chant, ça on sait, il est bon là-dessus, mais c'est depuis batterie faible, on a ce flow chanté qui j'ai l'impression qu'il nous ressasse à chaque fois et qui est sur 4-5 sons à chaque album. Et moi enfin j'arrive plus. Donc Lithopédion, je l'ai réécouté 3 fois depuis pour ce podcast, mais je l'avais pas écouté une seule fois jusqu'à maintenant. Donc maintenant arrive 2020 avec QALF. Et j'ai 0 attente encore pour ce projet. Bon là vous allez me dire, oh là là c'est une catastrophe, le mec qui fait un podcast sur quelqu'un où il attend pas les projets. Mais je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez la suite. Mais malgré cette 0 attente, Damso, je trouve que c'est quelqu'un de très talentueux. Avec du flow sur les bangers, sur aussi les musiques un peu plus chantées. C'est juste que je trouve que sur certaines musiques, c'est tout le temps un peu le même flow, et si l'instru c'est un peu quelque chose un peu rythmé, été ou autre, moi c'est par rapport à mes goûts, c'est que sur 3-4 sons d'affilée, moi ça, 1 ou 2 sons ça me dérange pas, mais sur 3-4 sons je déconnecte vite. Et Damso c'est quelqu'un où, c'est bête, mais quand il fait un featuring avec Vald, Orelsan ou d'autres artistes ou Bibi 404, je vais écouter directement le son, en fait, parce que je sais que Damso c'est un très très bon artiste et généralement c'est lui le meilleur en featuring. Mais dans ses projets, j'ai jamais réellement accroché, à part certains sons, mais ses projets entiers, j'ai jamais réellement accroché. Avant d'écouter cet album, donc KM Like Follow, qui est son 4e projet en 5 ans, il faut le dire, j'ai regardé un petit peu sur Twitter les retours ou autres avant d'écouter. Et je voyais beaucoup de gens déçus qui disaient que c'était trop variété, trop chanté, et pas assez de kitschage ou de banger. Mais moi j'ai pas compris, parce que lorsque j'écoutais Ipséité, il y avait pas forcément 10 000 bangers, et c'était très chanté, donc ça m'a même intrigué, ça m'a poussé à écouter plus rapidement cet album que je l'aurais fait en règle générale. Donc, est-ce que cet album est l'album de l'année 2020 dans le hip-hop? Donc, on va commencer par oui, après je vais dire non, et après on fera une conclusion sur est-ce que cet album est le meilleur album de l'année 2020. Donc tout d'abord, il faut savoir que ce qui est très important, c'est que c'est son premier album hors 9 de I. Donc 9 de I, c'est le label de Booba, où Booba l'a signé avant qu'il sorte Batterie Faible. Après il a sorti Ipséité et Lithopédion. Donc ça fait 2 ans que Damso est en freelance, entre guillemets, il a créé sa structure, son label. Donc maintenant il choisit la direction de ses albums, il choisit ce qu'il veut faire, entre guillemets. Moi, à la première écoute, par rapport à ce que j'ai entendu avant, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment un album de William et non pas de Damso. Donc William, c'est le prénom de Damso. Damso, c'est son nom d'artiste, ou son surnom, dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment un album de William, où déjà on peut le voir rien qu'à la cover de l'album, où il n'y a pas de cover, il n'y a pas eu de clip, il n'y a pas eu de single à proprement parler lancé et matraqué sur les ondes radio, à part le single V qui se retrouve... Enfin, c'est le single V, mais dans l'album, il est nommé intro, et il est en fin de l'album, où j'ai l'impression que c'était vraiment un single lancé dans l'instant du moment, où... vie, c'est comment dire, c'est une signification forte, la vie, où je pense que Damso se sentait mieux et il a lancé ce single parce qu'il avait envie de le lancer, que ce single était bon. Et d'ailleurs, malgré que ce soit très chanté et que ce soit très variété avec une guitare et autres, j'avais très apprécié ce morceau à sa sortie. Et autour de cet album, il fait très peu de promos et d'interviews. Et donc, en fait, j'ai l'impression que Damso, il s'est réellement concentré sur sa musique et pas l'image. Où aujourd'hui on vend plus une image que du contenu, et ça c'est pas propre à la musique, c'est propre à tout ce qu'on a autour de nous, où c'est une image qu'on vous vend plus que réellement la qualité du produit. Et Damso, lui, je pense que ça l'a libéré de plus être sur 9 de I, et il a voulu se concentrer sur la qualité de sa musique, parce que on sait très bien que Booba, lui,
dans toute sa carrière, il a recherché, après Temps Mort, il a recherché le buzz, le titre qui tourne en radio, tout ça pour faire de l'argent. Donc à la recherche tout le temps du single, et surtout actuellement dans notre époque où faut sortir que des singles, donc on a aussi ce rapport à la musique qui est fast-food. Et comme je vous l'ai dit auparavant, par rapport à l'image, c'est un tout, c'est du fast-food. C'est que par exemple sur Netflix maintenant vous avez 10 épisodes par série qui sortent en un week-end. Vous faites la série en un week-end. Donc à l'époque, il y a 10 ans déjà, fallait attendre une semaine pour avoir un épisode, et si tu le ratais, il y avait pas moyen de le revoir sur internet, donc fallait pas le rater. Mais maintenant, du coup, il a plus cette liberté au niveau de la musique, et il s'est concentré là-dessus. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que Calf, QALF, c'est quelque chose qu'il a teasé auparavant dans sa première mixtape, avant qu'il signe chez Booba 9 de I. Il l'a aussi teasé dans l'outro de Ipséité, Une âme pour deux, et aussi dans l'intro de Lithopédion. Mais je pense que en fait QALF, c'est pas forcément le nom d'un projet, c'est plus le nom d'un sentiment et d'un concept qu'il a de lui-même, où en fait c'est quelque chose où tu te sens libre, tu fais ce que tu veux, t'es heureux par rapport à ça, et les gens qui t'aiment et qui apprécient ce que tu fais te suivent. Mais voilà, on n'essaie pas de prendre tout le monde, et on n'essaie pas de faire de la musique pour toucher tout le monde. Il veut se faire plaisir via cet album. Et on ressent vraiment que Damso va mieux sur cet album. Il a fait la paix avec lui-même, et il a compris les choses importantes de la vie. Et quand je dis que c'est peut-être un album plus de William que de Damso, ça se trouve, ce serait plus le fait que William et Damso soient la même personne sur cet album. Là aussi, où c'est quelque chose d'important, et j'aimerais mettre mon doigt dessus, c'est l'arrêt des concepts, des albums concepts, comme ont été Ipséité et Lithopédion, où, comment dire, il a été moins dans la recherche de la forme de l'album, mais plus sur la musicalité. Et je trouve que c'est une très bonne chose, parce que c'est des concepts où les gens n'ont pas forcément compris ce qu'il voulait dire, et lui n'explique pas. Donc faire des albums concepts, je trouve ça très très bien, et on en reparlera plus tard pour savoir si cet album est l'album de l'année ou pas. Mais quand c'est un concept trop compliqué et il y a que l'artiste qui comprend le concept et n'explique pas la chose, je vois pas l'intérêt. Et moi, Damso, c'est pas un artiste, c'est un artiste que je trouve très bon, mais c'est pas mon artiste préféré. Donc quand j'écoute Ipséité ou Lithopédion, ça me passe totalement par-dessus la tête. Et puis je ne fais pas forcément l'effort de chercher, et je pense que c'est le cas pour la plupart des personnes. Et donc le fait qu'il concentre son énergie sur la musicalité de l'album, je trouve que c'est une bonne chose, que plus sur la forme. Et c'est plus spontané au niveau musical, et ça s'entend au niveau de la diversité musicale de cet album, qui est beaucoup plus variété française. Mais on a déjà pu voir ce virage vers la variété française déjà au début avec Lithopédion, avec Julien, Silence ou William, où t'as déjà les bases de cette avancée. Et cette spontanéité musicale, on le voit dans MEVTR, et dans l'outro, où il y a du live au niveau chant et autres, ce qui donne un côté un peu plus, on va dire, spectacle, ou comme si vous étiez à un concert. Ça me fait un peu penser à Bohemian Rhapsody de Queen, où même si c'est un son enregistré dans un studio, t'as l'impression d'être en concert, ça enchaîne et autres. Et j'ai vraiment apprécié ce côté-là, et ça renforce tout ça. Et cette ouverture musicale, on peut voir l'introduction de nouveaux genres. Donc comme l'inspiration de la New Wave qui se voit sur Sentimental ou 911. 911, ça fait vraiment penser à un son des années 80 sorti de Spandon Ballet, comme True, vous pourrez écouter sur YouTube. Ou Sentimental, ça me fait penser à la Deep House, un peu, où tu tapes sur YouTube compilation Chillwave 2020, où tu vas voir un peu ces sonorités-là. Et c'est très très bien fait, Damso est très bon là-dessus. Cette ouverture musicale, il change déjà de flow par rapport à ce qu'il faisait avant, et ça apporte une palette musicale sur tout l'album. Déjà, cette ouverture musicale, autre que un peu danser ou faire de la variété française, on l'avait déjà sur Lithopédion, avec la UK Garage de 2000, avec Au Paradis, qui est un peu semblable, si vous voulez voir ce que c'est que la UK Garage. T'as Craig David, mais t'as aussi Georgia Smith qui a sorti On My Mind plus récemment. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié et que j'ai aimé. Et ça nous étonne pas, parce que quand Damso nous dit j'aime bien Bone and Tug Harmony, donc au niveau fast flow,
c'est un des meilleurs Damso, et qu'il aime aussi Mylène Farmer, voilà, cette ouverture, c'est quelque chose de prévisible qu'on a déjà eu auparavant par rapport à ses précédents albums. Cette ouverture musicale aussi, on peut l'expliquer par l'ouverture de Damso au niveau des producteurs de cet album, où j'ai regardé les listes de producteurs pour ses précédents albums. Il y avait par exemple 1 ou 2 prodos maximum par chaque musique. Donc il y a eu des grands producteurs quand même pour Damso, donc que ce soit Mixsizer, Black Stars, Icazboy, BBP, NKF, Tommy on the Track, Suleiman Beats, donc quand même c'est des producteurs renommés dans le hip-hop français. Et là ici, de ces producteurs précédents, il reste que Ponko. Damso aussi c'est un producteur, je l'ai pas dit précédemment, mais il fait aussi ses producteurs, donc ça crée réellement une scission de A à Z par rapport à ce qu'il faisait avant chez 9 de I, où j'ai l'impression qu'il a voulu mettre de côté tout ce qu'il a fait avant, et que via sa mentalité QALF, quelque chose qu'il avait avant déjà de signer avant 9 de I, que maintenant il ressent ce mood, et qu'il a voulu incorporer que ce soit musicalement, au niveau de l'image qu'il a, de A à Z. Et donc maintenant on voit que pour chaque track sur l'album, il y a 4 ou 5 prodos minimum, donc ça apporte cette musicalité, et ça tu peux le voir, avoir Sentimental, 911 ou Cœur en miettes. Et Cœur en miettes, ce côté avec Luz and the Yakuza, qui est une artiste de Bruxelles, ça me fait penser un peu à ces styles un peu pop, alternatif français, mais aussi américain, où beaucoup de gens qui n'aiment pas ce style disent de la musique de bobo, même si c'est péjoratif et c'est pas réellement vrai, même si le public qui l'écoute c'est généralement un jeune cadre dynamique. Mais ça me fait penser à des groupes, si vous connaissez pas trop ce style de musique, c'est à Kate Ranada, Buscabula qui est un groupe new-yorkais qui chante en espagnol, et il y a des sonorités aussi très latino que j'aime bien, ou l'impératrice en français. Damso, il se nourrit de tout ce qu'il écoute aussi depuis très longtemps. Après avoir dit ça, je veux revenir sur le retour sur les réseaux où il disait que c'était trop variété, c'était trop chanté. Honnêtement, je comprends pas cette critique. Après, je peux comprendre par rapport à certaines personnes, si vous avez entre, on va dire, 12 et 20 ans, ou c'est des sons que vous n'avez pas forcément eu l'habitude d'écouter, des sonorités que vous n'avez pas forcément l'habitude d'écouter, ou vous n'avez pas forcément cette ouverture musicale que une personne comme moi, j'ai 30 ans, bon je dis pas que je connais tout ou autre, mais t'es un peu plus ouvert musicalement et t'as écouté beaucoup plus de choses, vu que t'as vécu plus de temps, bien sûr. C'est que sur Ipséité et Batterie Faible et Lithopédion, il y avait pas énormément plus de bangers, hein. Il y avait autant de musique chantée et autant de gros bangers, donc il y a toujours eu 3 ou 4 bangers par album, et le reste c'était soit des tracks concept, soit des chansons un peu plus chantées. Donc je comprends pas du tout ces critiques par rapport au fait que ça soit de la variété française. Et sur cet album, QALF, il y a de gros bangers. Life, Bruxelles Zoo, HEVTR, qui veut dire meilleur d'entre vous tous réunis, donc qui était son précédent blaze avant Damso quand il rappait, avant sa première mixtape. Déjà roulé, BPM, donc sur ces bangers, je trouve que l'exécution est meilleure, le placement et l'efficacité. Enfin sur Life, le refrain est exceptionnel. Et même l'exécution sur MEVTR, c'est très très fort. Même sur les bangers que Damso maîtrisait et peut-être était un des meilleurs de ce rap, il a encore pris du niveau. Bon, bien sûr, sur cet album, on a encore des sons plus classiques, on va dire, comme il a pu le faire auparavant sur ses projets précédents, comme BPM, Déjà roulé, Fais ça bien. Mais moi, ça me dérange pas parce qu'il y a plus de musicalité et il y a moins de sons qui se ressemblent et les flows sont plus variés qu'avant. Et tout ça est appuyé par les textes et l'exécution de Damso, où Damso parle plus de lui-même, donc de William, de sa vie privée, que ce soit par rapport à son fils, dans 2 étoiles de mer, que ce soit de l'amour sur Sentimental, et d'autres sons sur de son frère, de sa mère. Donc il y a plus de sincérité, on est plus touché, et on sent que ça l'affecte, et ça se ressent dans sa voix. Et par exemple sur 2 toiles de mer, même si j'ai pas d'enfant pour le moment, c'est un son qui te touche, où t'entends son fils, et lui il te dit que son fils le manque et autres, même si toi t'es pas père ou autre, c'est quelque chose que tu peux comprendre, et tu ressens sa tristesse dessus. Et c'est pour ça que
bah t'as 15 ans, si quelqu'un a 15 ans, il écoute du Damso, il aime bien Bruxelles Zoo, je comprends que Deux toiles de mer, ça le touche pas, enfin, t'as pas l'âge et t'as pas le recul pour que ça te touche. Même si, moi je sais qu'à 15 ans, même peut-être à 20 ans, ça m'aurait pas touché autant que maintenant. Et aussi, on voit qu'il fait le bilan de lui-même jusqu'à maintenant, comme sur Life, où il a compris, il a fait un chemin au niveau avec lui-même, et il accepte maintenant tout ce qui se passe, comme sur Life où il dit j'ai tellement marché dans le noir et les ténèbres que je recule dès que j'aperçois le bout du tunnel. Donc ça c'est quelque chose où pour certaines personnes ça peut paraître bateau, mais pour d'autres personnes qui sont plus amenées à être déprimées ou autres, ou mélancoliques, c'est quelque chose qui te touche. Et donc après toutes ces éloges, vous allez me dire ah bah là c'est sûr, malgré que Alex n'aime pas trop les projets précédents de Damso, celui-ci il doit l'apprécier et ça doit être l'album de l'année. Oui, sauf que cet album n'est pas parfait. Enfin, je le trouve pas parfait. Déjà, je trouve que je comprends pas sur l'enchaînement de certains sons. Donc, par exemple, après Bruxelles Zoo, qui est très bien amené par une intro très très stylée que j'adore, ce style-là via radio. Après, on enchaîne sur Cœur en miettes. Moi, quand j'écoute Bruxelles Zoo, j'ai envie de prendre ma voiture, aller place Pollard et faire des wheelings tout autour de la place Pollard au niveau du rond-point. Et après, tu me mets Cœur en miettes. Donc moi, je suis au maximum, j'ai le BPM qui est à fond. Et après, tu mets Cœur en miettes où c'est un son beaucoup plus calme, beaucoup plus pop. Et tu me parles d'amour. Alors que sur Pousse les autres, tu fais tout péter dans la gova. Pour moi, ça va pas du tout, cet enchaînement. Et ça, c'est sur plusieurs sons. Malgré que, j'ai oublié d'en parler, malgré que sur cet album, les outros de la plupart des musiques sont vraiment exceptionnels. Donc par exemple, l'outro sur Life ou Bruxelles Zoo, c'était vraiment des outros très travaillés. Donc c'est là où tu vois le travail avec plusieurs producteurs et la musicalité qui a augmenté par rapport à ses albums précédents. Donc ça donne vraiment un plus ces outros, mais des fois t'as pas forcément le lien. T'as le lien entre Life et Deux toiles de mer et aussi un peu Deux toiles de mer et Sentimental. Là la coupure elle est trop directe entre un banger comme Bruxelles Zoo et Cœur en miettes. Voilà, donc moi personnellement après Bruxelles Zoo j'aurais mis déjà roulé et BPM pour faire un peu redescendre la tension, parce que Bruxelles Zoo là t'es au top là, t'es à fond dans ta voiture dans Bruxelles, avenue Louise. Et donc c'est ça en fait, après les sons individuellement sont bons, mais l'enchaînement des fois j'ai du mal. Peut-être si t'avais mis déjà roulé et BPM après Bruxelles Zoo, la transition aurait été meilleure, mais du coup tu finis sur un album qui est un peu plus calme et un peu plus chanté, et peut-être ça m'aurait fait ce que ça m'aurait donné l'impression que j'ai eu en écoutant Ipsité la première fois, où t'as 3-4 fois le même son un peu calme chanté, et peut-être j'aurais pas accroché. Donc c'est pour ça le fait de dispatcher un peu les bangers, ça permet de te remettre dans l'album, mais du coup peut-être il aurait peut-être dû faire d'autres sons ou supprimer des sons, malgré que la plupart des sons sont très bons hein, et que j'adore. Dans un deuxième temps, c'est que on va reparler de Bruxelles Zoo. Je suis désolé parce que ce son est exceptionnel, hein. Ça on peut pas le nier. C'est que Hamza il bouffe Damso. Je suis désolé Damso, t'es quand même un des meilleurs de ce rap game. Tu bouffes tout le monde sur un propre son, ou pour moi sur God Bless d'un mixtape de Hamza sorti fin 2019, t'as Damso qui bouffe Hamza. Mais là Hamza, il est trop fort. Je sais pas, Damso t'aurais dû refaire ton couplet. Et puis le truc c'est que Hamza aussi il pop sur le refrain et ça envoie trop du lourd, donc je sais pas si c'est bien pour le son, mais je suis pas sûr que Damso il aurait dû laisser Hamza faire le refrain, parce que c'est trop fort et tu peux pas arriver après ça et essayer d'être meilleur que Hamza. Il y a ça aussi comme point, et il y a aussi au niveau des thèmes abordés, où je trouve c'est très en surface. Damso parle de thèmes et de sujets très très qui lui tiennent à cœur, comme par exemple au Congo ou l'Afrique, où il nous dit on s'est libéré des chaînes, maintenant il faudra qu'on se libère on entend un silence, donc du silence. Mais c'est via des punchlines, c'est pas forcément sur tout un album, et des fois il va te dire des punchlines conscientes, et t'as le Damso qui va venir avec une punchline crue, qui soit sur le sexe ou d'autres trucs qui vont te faire rigoler, donc ça véhicule, enfin tu restes pas sur ce message, tu passes vite à autre chose, et je trouve ça un peu dommage. Et c'est surtout sur Cœur en miettes, qui est un très bon morceau, où il dit rien qu'à entendre mes textes, elle se dit que j'aime le sexe, c'est juste que l'amour et moi se terminent par bref, que des chaînes s'en laissent, me spère sur les tresses. Bah c'était très beau ce qu'il disait par rapport au fait que ce soit physique, et il voulait que ce soit que physique.
et que ça avait pas plu au niveau des sentiments parce qu'il y a eu trop d'expériences où c'est terminé par bref, et après il faut qu'il revienne en disant un peu une saloperie sur toutes les filles et sur ce qu'il fait. Donc je trouve ça un peu dommage qu'il rentre un peu plus qu'il fasse plus même si c'est des musiques à thème qui sortent pas du thème pour sortir une punchline crue. Mais ça peut-être on l'aura petit à petit. Moi j'ai l'impression que Damso il va avoir une carrière un peu à la MC Solar, où MC Solar c'était très rap au début, et puis à un moment il est devenu un peu plus variété française, un peu plus pop. Et j'ai l'impression que Damso il va s'orienter vers ça. Dernier argument pour un peu tempérer sur le fait que cet album soit peut-être l'album de l'année 2020, c'est les chiffres. Et les chiffres sont très représentatifs de notre société, j'ai l'impression. Parce que où Damso n'a pas fait réellement de promo, n'a pas clippé, n'a pas sorti de single. Parce que Damso il sort Bruxelles Zoo un mois la sortie de l'album. Je pense que l'album il fait le double au niveau vente. Avec un clip et autres, il fait le double au niveau vente la première semaine. Donc là on est à 36 000 albums vendus la première semaine en France, et pas en Belgique, je compte pas la Belgique. Et 100 000 albums vendus en 5 semaines. Donc c'est vraiment très très bon. Maintenant je pense qu'il doit être à 150 000, je pense. J'ai pas trouvé de chiffres sur internet, il doit être à 130, 150. C'est le meilleur démarrage en 24 heures sur Spotify France. Mais il finit seulement 5/6e de la First Week. Donc il est équivalent à PLK. Pour donner un titre de comparaison, Damso il fait 36 000 K, enfin 36K pardon. Frisk-Orleans il a fait 27K. Don Dada, sa mixtape qu'il a sorti là à la fin de l'année, Alpha One. Don Dada Mixtape volume 1, il a fait 20 000 K. Et franchement, Alpha One qui fasse 20 000 K, c'est que Damso, il a pas vendu énormément. Même si sur la durée, il vendra plus. Ça montre aussi que dans notre société, on aime le papier cadeau. Et pas forcément que ce qu'il y a à l'intérieur. Même si vous allez me dire, oui, Alpha One, il a pas fait de promo, il a pas sorti de single ou de clip. Je comprends, mais c'est comme Frisk-Orleans, c'est des rappeurs de niche, ou c'est des passionnés de hip-hop qui suivent. Ces gens-là ont un univers. Vu que ces gens sont en indé, les fans vont plus faire l'effort d'acheter en physique, ou de suivre, ou de booster l'artiste. Ce qui est pas forcément le cas pour un artiste mainstream comme Damso. Et donc, pour conclure cet épisode 2 de Adissert Podcast, nous allons répondre à la question, est-ce que QALF est l'album de l'année 2020 dans la catégorie hip-hop? Déjà, c'est une question très subjective où on n'a pas tous les mêmes critères pour élire un album de l'année, et ça dépend aussi des goûts des artistes aussi, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Donc c'est très compliqué pour répondre à ces questions, et c'est une réponse très subjective de chacun. Mais pour moi, non, QALF n'est pas l'album de l'année 2020. Ou pour moi, il y a eu d'autres albums qui étaient meilleurs que lui, même si c'est un très bon album, et c'est mon album préféré de Damso. Je l'ai écouté peut-être 25 à 30 fois depuis qu'il est sorti. Honnêtement, je peux comprendre si je discute avec quelqu'un qui me dise que c'est son album préféré de l'année, QALF. Et je pense que QALF, c'est l'album préféré de certaines personnes qui n'écoutent pas forcément que du rap. Culture musicale très ouverte et très éclectique. Mais aussi quelqu'un qui écoute du hip-hop peut l'apprécier, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il y a d'autres albums de cette année qui sont devant QALF. Et donc vous allez me dire, oui, Alex, t'es gentil, tu dis que QALF, c'est pas l'album de l'année, mais tu dis pas, pour toi, quel est l'album de l'année 2020. Pour moi, l'album de l'année 2020, c'est Trinity de Laylo, où c'est un excellent album avec des concepts, et on voit que Laylo, ça fait 3-4 ans, via des mixtapes et d'autres projets, où il travaille ce sujet-là, et c'est un travail abouti. C'est très très fort au niveau des interludes. Chaque son est différent, mais c'est toujours dans la même ambiance. Donc c'est très très fort. Le deuxième album de 2020 pour moi dans l'hip-hop, ça serait LMF de Frisk-Orleans, qui était le sujet de l'épisode 1 de ce podcast. QALF, je le mettrai en 3 cette année. Je mettrai en 4 la mixtape de Alpha One, Don Dada volume 1. Même si ça fait que 15 jours que c'est sorti, c'est trop fort, c'est trop lourd, c'est trop bon. Je suis très content qu'il ait fait 24K la première semaine. C'est incroyable, mec. Comme dirait SCH, c'est incroyable, sans promo. C'est très très fort ce qu'il fait Alpha One. Et ça montre que tu peux être en indépendant, avoir ton délire et investir en toi-même, ça paye. Quand on voit LMF, Don Dada. Et en 5, c'est la petite surprise du chef. Je mettrais Primera Temporada de Zuku Mezi. Ou c'est peut-être pas le meilleur, mais moi c'est un album que j'ai apprécié, donc je le mettrai dans mon top 5. Et concernant
mon album de l'année, c'est un album du hip-hop américain de Ramirez avec un Z à la fin. Donc Ramirez, c'est un rappeur qui fait partie de l'entourage de Pouya, Suicide Boys, de Godsmain ou aussi de Bones. Je sais pas si vous connaissez ces rappeurs, mais c'est dans ce délire-là. Et il a sorti sa mixtape The Player's Manual. Et c'est une mixtape entièrement produite par Rochi, qui est un producteur américain. Et c'est un album de G-Funk version 2020. Donc moi, la G-Funk, c'est réellement ce que je préfère dans l'hip-hop. La G-Funk, c'est du rap West Coast de 1991 à 1998 où Dr. Dre a été un des premiers à créer ce genre de son avec The Chronic, puis après il y a eu Doggy Style sur Death Row Records. Et donc sur cet album on retrouve tous les codes de la G-Funk des années 90, donc que ce soit avec des interludes, des skids de radio ou autre, c'est très très bien fait, les prods sont exceptionnels, Ramirez ça kick, c'est très fort, je vous conseille de l'écouter. Si vous voulez écouter et avoir un aperçu de cet album, c'est The Faux 5, donc 4-5, donc c'est faux FO, et bien sûr c'est pour le 45 mm, le gun, et c'est un très très bon morceau, c'est un très très bon projet, et c'est là où je dis que c'est très subjectif aussi, de dire si un album est l'album de l'année ou pas, parce que si vous regardez tous les journalistes, il y a personne qui va citer ça dans son top 20 au niveau américain, et moi c'est mon top 1, parce que c'est ce que j'aime le plus. Donc voilà. Pour terminer, je voudrais remercier tout le monde pour votre accueil pour l'épisode 1 sur Freeze Colon, a-t-il ramené l'équilibre dans la force, où j'ai eu des très bons retours et aussi des commentaires pour m'améliorer. Donc j'espère que ça se verra déjà dans ce deuxième épisode. Donc je voudrais remercier tous les potos du 9.3, du 9.5, de Bruxelles, de P13 et autres. Merci de m'encourager et de me pousser à continuer dans cette belle aventure. Et je voudrais aussi faire un spécial remerciement à Moon. Ton message m'avait beaucoup touché et ça m'a poussé à continuer. Et donc, l'épisode 3 sera sur Dinos, et plus particulièrement sur l'album Stamina, où on tentera de répondre à la question suivante. Est-ce que Stamina est l'album de la consécration pour Dinos ? Donc je vais faire en sorte que cet épisode sorte avant la fin janvier, et pour les prochains épisodes, si c'est sur des albums, je vais essayer de les sortir 2 à 4 semaines maximum après la sortie de l'album, parce que sinon ça fait trop de décalage, j'arrive pas à suivre. En plus là les projets s'enchaînent, c'est très compliqué d'enchaîner, même si je les ferai jamais tous. Mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez qu'on discute ou autre, pour les gens qui me connaissent pas forcément ou autre, et qui aimeraient discuter de ce que j'ai dit ou d'autres albums ou d'autres types de musique, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou Twitter, et on pourra discuter tranquillement de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Voilà. Et je voudrais vous souhaiter une bonne année 2021, parce que cet épisode, je pense qu'il va sortir le 2 janvier. Voilà, portez-vous bien et j'espère que 2021 sera mieux que 2020. Bye banks. La disserte. La disserte. La disserte. La disserte podcast.